Bonjour Sophie Boissard. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous d'être là, directrice générale de Clariane, qui a publié ses résultats financiers la semaine dernière, résultats 2025 en hausse pour le chiffre d'affaires. Le résultat net est revenu aussi dans le vert de 2 millions d'euros en post-IFRS. Après quand même 2 années difficiles pour le secteur, est-ce que 2025 a marqué un tournant financier pour Clariane ? Écoutez, oui, à la fois un tournant financier puisqu'on a lancé en 2023 un plan important pour nous adapter au nouveau paradigme de marché avec la très forte inflation, la remontée des taux d'intérêt. Et en 2025, on a mis un point final dans de très bonnes conditions à ce plan. Donc, ça nous permet de nous désendetter et ça nous permet de réduire fortement notre levier financier. Je pense que ça a été salué. Puis on a été chercher aussi une notation inaugurale auprès d'S&P et de Moody's, ce qui va nous permettre, dans le contexte de marché toujours volatile que l'on connaît désormais, de pouvoir accéder au marché obligataire dans des conditions beaucoup plus sûres. Et puis sur le plan opérationnel, et ça c'est plutôt la confirmation, et c'est dû beaucoup à l'investissement de toutes les équipes, on a eu à nouveau un exercice 2025 de bonnes factures, à la fois, vous l'avez dit, sur le plan de l'activité, sur le plan des résultats opérationnels, et aussi sur le plan des indicateurs de qualité, ce qui, vous le savez, dans notre secteur en particulier, et peut-être ce que je suis le plus au quotidien, à la fois sur le plan de la qualité des soins et aussi sur le plan de notre capacité à former et à développer nos collaborateurs. Oui, le taux d'occupation en légère augmentation, mais c'est aussi... En augmentation régulière, en fait, depuis les points bas du coronavirus en 2021 ou 2022. On a aujourd'hui retrouvé, on est à plus de 91% et même à 92% sur la partie maison de retraite, qui n'est qu'une de nos activités. Et voilà, on est en train progressivement de revenir vers des activités qui tournent à plein régime, avec des besoins de prise en charge des fragilités qui n'ont jamais été aussi importants, et aussi une forme d'activité qui s'est beaucoup transformée ces dernières années. Les prévisions de croissance organique pour l'année 2026 restent de 5%. C'est prudent, c'est ambitieux, comment vous jugez cela ? Je pense que dans nos activités, il faut vraiment bien considérer qu'il va lentement, va sûrement. Donc on va continuer à se développer dans les années qui viennent. En réalité, les besoins sont énormes, que ce soit effectivement sur la prise en charge des situations d'incapacité, de grande fragilité liée à l'âge ou liée aux maladies chroniques, ou que ce soit sur le versant de la prévention de ces incapacités, sur lesquelles la science, la médecine est en train de faire d'énormes progrès et sur lequel nous sommes aussi très actifs avec nos établissements de santé INICEA. Simplement, moi, ce que je vois, c'est vraiment de miser dans les années qui viennent sur une croissance organique. Donc aller chercher 4 à 5% de croissance organique jusqu'à 2028 et au-delà, c'est quand même, je pense, dans le contexte actuel, on fait partie des rares secteurs qui ont cette visibilité, parce que les besoins sont là, parce qu'on est en capacité d'y répondre, parce qu'on n'est pas du tout dépendant du commerce international. On est vraiment une activité domestique, multilocale. Et je dirais qu'aujourd'hui, notre principal enjeu, c'est d'avoir partout dans nos 1200 structures, en permanence, les bonnes équipes avec la bonne formation et la capacité à accompagner. Vous n'êtes pas dépendant du commerce international, cependant dans une période un peu mouvementée, il peut y avoir le retour de l'inflation. Et alors là, vous êtes dépendant de tarifs quand même un peu fixés par l'État. Est-ce que vous n'avez pas forcément le pricing power, donc vous pourriez donc avoir une inflation des coûts sans avoir l'augmentation des revenus qui va avec. Comment est-ce que vous regardez ça dans cette période actuelle où il y a beaucoup d'incertitudes? Alors, on a beaucoup appris de la période 2022, on est passé de 0 à 10% d'inflation. Je dirais sur nos coûts directs, et en particulier sur l'énergie, on est très bien couvert pour les 3 prochaines années. Et on a beaucoup travaillé sur une feuille de route de réduction des consommations énergétiques et de verdissement de celles-ci. Donc qui dit verdissement dit se dérisquer par rapport aux énergies fossiles, et que ce soit le gaz ou le fioul. Donc ça, c'est une première chose. Après, effectivement, il y a les risques éventuels d'inflation deuxième tour, mais je pense qu'on n'en est pas là du tout. Et il faut avoir en tête que notre structure de prix, la plupart de nos indices sont directement liés à l'inflation. D'accord.
Donc les tarifs, même fixés par l'État, sont directement liés à l'inflation. C'est en particulier le cas en Allemagne, qui est un quart de notre activité. C'est aussi le cas en Belgique et aux Pays-Bas, où l'indexation est directe. Et en France, sur la partie médico-sociale en particulier, l'indice sur la partie dite hébergement est là aussi très directement lié à l'indice de l'inflation des coûts constatés. Donc en fait, voilà, là, nous sommes effectivement, nous ne sommes pas libres de notre pricing, même si 40% de nos prix sont vraiment quelque chose que l'on détermine nous-mêmes. Mais pour la partie des prix régulés, il y a bien un lien avec l'inflation. Et puis, au fur et à mesure qu'on se développe dans des prises en soins plus complexes, on a aussi une capacité à bien faire reconnaître la complexité, donc l'intensité du soin que l'on dispense, et donc à pouvoir aussi faire évoluer le type de tarif sur lequel on agit. Donc voilà, je pense que vraiment 2022, on a beaucoup subi la hausse violente de l'énergie, et nous nous sommes vraiment couverts de manière très très méthodique avec un cycle de 3 ans. Donc là, on voit les choses aujourd'hui avec une certaine sérénité. Et la deuxième chose qu'on a subie en 2022, ça a été une augmentation très forte des salaires décidés en Allemagne au sortir du Covid, et cette inflation n'a pas été répercutée immédiatement dans les tarifs. Le cadre tarifaire en Allemagne a été corrigé depuis lors. Oui, d'ailleurs, vous l'indiquez, enfin, pour 2025, rattrapage de prix, ça concerne particulièrement l'Allemagne. Exactement, 8% d'augmentation des revenus l'année dernière en Allemagne, ce 8% étant à 90% du tarif directement, et donc c'est la suite de ce rattrapage de l'augmentation des salaires en 2022-2023. La marge d'EBITDA est passée à 12,5% sur le second semestre, après 9,9% en premier. Comment on explique cet écart de 0,6 points ? En fait, on a globalement tous les pays, tous nos pays, on a 6 pays chez Clariane, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. La marge opérationnelle a progressé dans tous les pays de manière assez significative, sauf en France, en particulier au premier semestre, parce qu'en France, on a subi l'entrée en vigueur d'un cadre de financement tout à fait différent de nos activités sanitaires, INICEA. Et ce qui est un peu embêtant en France, c'est que ce cadre tarifaire, qui est un cadre intéressant puisqu'il rémunère en fonction de l'intensité et de la complexité du soin, mais il a été défini en 2022 et il est entré en vigueur en 2024. Et les autorités de tarification avaient complètement oublié les établissements qui ont été nouvellement ouverts entre 22 et 24, ou qui ont été étendus. Ils nous avaient oubliés. Et nous, il se trouve que 20% de notre parc avait fait l'objet d'une extension, voire d'une ouverture à neuf. Donc on a eu 20% de nos établissements qui ont été oubliés. C'est 20 millions d'impact immédiat sur notre EBITDA. Donc qui a concerné juste le premier semestre. On l'a reconnu dans nos comptes, ce 20 millions au premier semestre. Ça se rattrape maintenant pour l'avenir, puisque effectivement, après avoir longuement discuté avec les autorités de tarification françaises, elles ont admis qu'effectivement il y avait eu là une erreur, une malfaçon, et qu'elles l'ont corrigé pour l'avenir. L'une des priorités de votre plan stratégique, c'est le désendettement. La dette est inférieure maintenant à 3 milliards d'euros. Ça représentait combien de désendettement cette année ? Nous avons donc ces 3,1 milliards en dette nette, effectivement, un levier total Holdco de 5,1 fois. On s'est désendetté l'année dernière d'un peu moins de 400 millions et le levier est passé de 5,8 à 5,1, donc un désendettement très significatif, à la fois parce qu'on a généré plus de cash flow avec une normalisation de nos besoins en fonds de roulement liés à tous ces changements tarifaires, cette inflation. Donc vraiment les choses sont maintenant normalisées, c'est une très bonne nouvelle. Et nous avons aussi procédé à un certain nombre de cessions ces 2 dernières années pour 1 milliard sur des activités non-core, donc des activités qui n'entraient pas dans ce qui sont vraiment nos 2 segments, les soins de longue durée pour les personnes âgées ou les personnes handicapées et les soins de suite et la santé mentale. Donc tout ce qui Comment est-ce que vous les décidez justement, ces cessions ? C'est pas sur vos activités cœur, mais est-ce qu'il y a des actifs dont vous
voulez vous débarrasser en priorité, ou alors est-ce que c'est aussi selon l'opportunité, si la bonne offre arrive au bon moment, vous saisissez Alors, on ne se débarrasse pas d'activités. On a cédé 4 activités opérationnelles et puis un certain nombre d'actifs immobiliers qui n'entraient pas dans ces 2 verticales. Donc, on a vraiment fait une revue en se disant on veut garder une base géographique importante pour avoir à la fois une profondeur de marché, une exposition à différentes régulations. Et donc, aujourd'hui, on opère finalement 8 segments d'activité. Aucune de nos activités ne représente plus de 25% de nos revenus. Important dans un univers dans lequel il peut y avoir des changements de réglementation. Et nous avons vraiment choisi de nous focaliser sur les activités qui ont du soin spécialisé avec un hébergement. Donc on a cédé ce qui était activité à domicile pure, petit-fils, mais ça a été cédé dans de bonnes conditions à la branche santé de Crédit Agricole, qui est aussi via sa branche assurance un de nos actionnaires de référence. Donc on est tranquille sur le fait que petit-fils va continuer à se développer et qu'on va continuer à collaborer avec eux. Nous avons aussi cédé l'hospitalisation à domicile. On est à nouveau dans du domicile que nous opérions en France à l'un des acteurs du secteur pour qu'il ait la taille critique. Et puis nous avons cédé enfin nos activités en Angleterre. Et on était là aussi sur un petit réseau qui n'avait pas forcément encore la taille critique. Et donc on s'est dit, on n'a pas la taille critique dans ce marché, on ne pourra pas investir pour faire des acquisitions dans les années qui viennent et porter ce réseau à la taille critique. Donc on s'en sépare, très bon réseau, et on l'a cédé à un partenaire avec lequel on avait développé la partie immobilière. Donc on a vraiment été très très sélectif dans les choix d'actifs. On les a cédés dans de très bonnes conditions, multiples de cessions de 14 fois, ce qui n'était pas forcément une donnée quand on décide de manière très proactive de faire des sessions dans un temps court. Et c'est pour ça qu'on a vraiment réussi à accélérer le désendettement et le deleveraging de l'entreprise. Concernant le cash flow, justement, est-ce que Clariane est devenue structurellement génératrice de free cash flow, ou est-ce qu'on est dépendant justement de ces arbitrages actifs selon les années? Parce que là, il est en forte hausse, plus 45%, mais ça dépend forcément aussi de ces sessions. Alors non, l'operating free cash qui est en hausse de 46%, c'est hors session. Donc c'est vraiment uniquement le cash flow venant des opérations. Et ça tient très très largement, comme je l'ai dit, non seulement à l'amélioration de l'EBITDA, mais surtout à l'amélioration du besoin en fonds de roulement. On avait subi pas mal de retard de paiement des payeurs publics au cours des exercices passés, donc ça on l'a rattrapé. Et vous avez tout à fait raison, globalement l'entreprise n'a pas été encore en free cash flow positif en 2025. Nous le serons en 2026. Nous avons clairement mis cet objectif au centre même de notre feuille de route là, pour les prochaines années. Et une fois le désendettement avancé, après la priorité sera encore plus d'accès sur la croissance, la rénovation du parc, ou alors le retour aux actionnaires? Alors, très clairement, aujourd'hui, pour les 3 années qui viennent, la feuille de route de l'entreprise, et ça s'appelle Réussir ensemble, c'est notre nouveau plan à 3 ans, c'est vraiment cap sur une croissance rentable, donc une croissance qui est régulière et qui va se retrouver très fortement dans notre EBITDA. 4% en moyenne de croissance sur les 4 prochaines années, une fois qu'on aura terminé le rattrapage tarifaire en Allemagne, 4% de croissance organique, largement, qui va se retrouver dans l'EBITDA avec une hausse attendue de 7 à 8% par an. Et même si on enlève les loyers internes, puisqu'il y a une partie de notre immobilier que nous détenons, c'est plutôt une hausse de 11 à 14% par an, donc une forte contribution à la normalisation des marges. On va revenir peu ou prou là où on était avant la pandémie et avant la forte inflation. Et ça va participer d'un pas supplémentaire de désendettement et de deleveraging. On s'attend d'ici à 2028 à être quelque part autour de 4,5 fois. Et ça nous met vraiment dans de bonnes conditions pour continuer en fait à nous développer. Parce que, je n'ai pas besoin de le dire, mais quand on regarde les besoins en matière de prise en charge, l'épidémiologie, la forte progression des personnes qui souffrent au long cours d'une affection de longue durée, d'une maladie chronique, et pour lesquelles finalement l'enjeu c'est vraiment d'avoir un accompagnement de proximité qui leur permet d'avoir la meilleure qualité de vie possible et de prévenir des incapacités majeures. Donc vraiment avec nos 2 verticales, Korian pour les maisons de retraite, Inicea, ou les marques Cormed et Ita en Espagne et en Italie, on a vraiment aujourd'hui nos 1200 établissements
vraiment le bon maillage pour aider finalement chacun des territoires et des populations à faire face à cet enjeu démographique et épidémiologique. On va évoquer le parcours boursier peut-être pour terminer. Ça avait bien réagi après la publication, plus 7,5%. Donc les investisseurs avaient repris confiance. Et d'ailleurs, depuis un an, on va dire que le parcours est moins chaotique qu'avant, qu'au début. Le parcours est même assez remarquable par rapport on va dire qu'il y a une phase de stabilisation. Et de fortes remontées. Les niveaux d'il y a 5 ans sont tout de même difficilement atteignables. Écoutez, je pense qu'il faut, de toute façon, je l'ai dit, on est dans un nouveau paradigme de marché et donc aujourd'hui l'entreprise a une feuille de route extrêmement claire et je pense que cette feuille de route a été bien comprise désormais et au fur et à mesure qu'on l'exécute, elle a été aussi très bien accueillie la semaine dernière. Maintenant, nous, on est vraiment concentrés sur le fait eh bien, de délivrer à la fois en qualité d'activité et donc que cette qualité d'activité se reflète dans la progression de nos marges. Et je pense que si on tient cela et si on le tient en tenant en même temps ce qui est notre actif principal, c'est-à-dire la qualité de prise en charge, l'année dernière on a atteint un niveau de NPS puisqu'on mesure en fait le score de recommandation auprès de tous les patients qu'on accompagne, plus 45 l'année dernière, c'est formidable, on a encore progressé d'un point, on était déjà à un niveau très élevé par rapport aux autres acteurs du secteur. Donc on fait vraiment de cette qualité de prise en soin notre axe central et de notre capacité à répondre aux besoins de prise en soin. Et je n'ai aucun doute sur le fait que sur un secteur comme le nôtre et avec une plateforme comme la nôtre, on est acyclique, on n'est pas exposé, je dirais, aux tribulations du commerce mondial. On répond à un besoin essentiel, on y répond bien. On y répond de manière efficiente pour les payeurs publics et je crois qu'on y répond surtout avec cœur et engagement de la part de tous les professionnels, 70 000 collaborateurs pour Clariane et c'est vraiment là-dessus qu'on mise pour l'avenir. Enjeu humain aussi bien que financier. Merci beaucoup Sophie Boissard, donc directrice générale de Clariane, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous.